Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 du MMT, Monk Mode Talk, où le premier épisode était sur la chaîne de Valentin Decker, lien en description. Donc là, c'est sur ma chaîne. Et le troisième épisode de ce arc MMT sera sur la chaîne de Victor, lien pareil en description. Pendant que je vais vous expliquer le concept de ce podcast, Paul, ici à ma gauche, va nous servir un petit verre de saké. Nous sommes déjà à notre deuxième bouteille, pour être honnête. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Et donc, le concept de la vidéo est très simple. On a écrit tous 3 sujets que nous avons mis sur des petits bouts de papier dans cette assiette blanche. Et nous allons piocher aléatoirement, un sujet, et puis nous allons tout simplement blablater dessus. Et donc, hop, les 4 verres sont servis. Oui. Il ne reste plus qu'à dire. Kampai. Kampai, les amis. Allez. Donc, pourquoi est-ce qu'on est réunis ici? Très bonne question. Petit mot rapide sur le Monk Mode. Voilà, on est donc c'est tu peux expliquer si tu veux, Valentin, parce que c'est toi qui as eu l'initiative de ce MMT. On est actuellement à Karuizawa, dans les montagnes japonaises. On passe une semaine ensemble pour déconnecter, faire du sport, parler business, bien manger, aller faire des randonnées, méditer, passer un bon moment et faire toutes les choses qui font du bien et qu'on ne fait jamais quand on est dans la routine. C'est ça, exactement. Donc on est à notre combien? On est en plein milieu de la semaine, là. Nous sommes jeudi. Donc on a déjà 4e jour. On reste ici 7 jours à Karuizawa dans la forêt. C'est super top. Très, très beau Airbnb. Valentin a très bien choisi. Et donc c'est bon. L'intro est déjà un peu longue. Nous allons aller au cœur du sujet. Allez hop. Je me lance. Hop. Allez. Le mouvement FIRE. C'est ce que c'est. Est-ce que c'est Non. quoi? Et alors, qui veut expliquer? Bon, celui qui a mis le papier, c'est maintenant bon. FIRE, ça veut dire Financially Independent, Retire Early. Traduis-le pour les... La retraite à 40 ans. C'est un mouvement de gens qui aspirent à être retraités à 40 ans, Ok. voire même avant, Ok. et qui se disent, je vais faire un maximum d'argent avant, je vais être ultra frugal, c'est-à-dire que je vais rien dépenser, je vais tout mettre sur des ETF ou des placements qui rapportent, pour arriver à un moment où, à 40 ans, j'arrête de bosser, je prends ma retraite et je profite juste des rentes de mes investissements. Mais juste, les mecs n'ont pas de vie. C'est-à-dire qu'ils économisent au maximum, c'est des no-life. Toutes les dépenses plaisir, ça n'existe pas. Les restaurants, les cinémas. Les cafés. Tu fais le minimum syndical pour exister, pour vivre, pour, à 40 ans, être libre financièrement et ne plus jamais avoir à travailler de ta vie. Je te pose le débat de pourquoi je l'ai mis. Ça peut peut-être te guider sur ta réflexion. Moi, j'allais te dire trancher. Vas-y. Bullshit. Bullshit. Ok. Ça y est, De bullshit ici. De bullshit, c'est bullshit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Est-ce qu'il y a de... Non? Moi, je suis bullshit aussi. Bullshit aussi? Ouais, quel sujet suivant. Non, mais franchement, je sais pas si on va rester longtemps sur ce sujet, mais ultra bullshit. Pourquoi? Parce que, mec, si déjà tu kiffes vraiment ce que tu fais, Tu cherches pas à en échapper. voilà, tu cherches pas à t'en échapper et te dire à 40 ans, vas-y, je vais arrêter de travailler. Si tu kiffes vraiment ton travail, au contraire, t'as envie de travailler limite toute ta vie parce que le travail fait partie un peu de ta life, quoi, tu vois. Et donc en plus de ça, la question, qu'est-ce que tu fais à tes 40 ans? Forcément qu'à un moment tu vas surtout si t'as conditionné ton cerveau entre tes 20 à 40 ans à charbonner comme un ouf. Je veux dire, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas faire après tes 40 ans? Ton cerveau, il va te poser la question, Pedro, t'es bien mignon, mais on fait quoi maintenant, tu vois? Pedro. C'est une petite expression que mon ancien manager disait. Voilà, on aime beaucoup Pedro ici. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur par rapport à la qualité de santé aussi. Tu te rends compte les points de vie que tu perds de 20 à 40 ans, parce que je pense que les mecs, ils ont une pression, tu vois. C'est les meilleures années de ta vie. Enfin, 20 et 40 ans, Ouais. c'est quand même 2 très belles décennies où tu vis des trucs de ouf, où tu rencontres des trucs de
ouf, tu rencontres des gens de ouf, ta vingtaine, c'est là où t'es en pleine découverte, tu t'apprends à te connaître, ou tu fais tes expériences, tu t'apprends à te connaître en tant qu'adulte, tu vois. Donc c'est normalement des belles années. Après la trentaine, tu te connais et du coup tu te connais mieux, mais t'es encore jeune, t'as encore l'énergie, t'as envie normalement de te développer au maximum. Donc la trentaine, bon ça tu pourras nous en parler, mais c'est normalement une belle décennie. Donc pour moi rien ne vaut de sacrifier ces années-là pour la potentialité de ne plus jamais avoir à travailler. Surtout qu'entre temps tu peux crever de... Ce que j'allais dire, et il t'arrive quoi, tu vois, entre c'est l'histoire de tous les darons qui sont à la retraite, 60 ans, il leur arrive un truc, ils peuvent pas profiter de la retraite. Mais il y en a combien? Mais c'est, en plus... Imagine, le gars, pendant 20 ans, il a fait le mouvement Fire, il arrive à 40 ans, il est blindé et il se prend... Mais même ton cerveau, des fois, il comprend pas, hein. Tu sais, les infarctus et toute personne après la retraite, genre au bout de 6 mois après la retraite, ils font un infarctus parce que les mecs, ils ont charbonné pendant 40 ans et que, tu sais, ils prennent leur retraite et d'un coup, ils stoppent tout, ils se tapent un infarctus, c'est chaud, quoi, hein. Moi, je prolonge ce sujet avec un autre truc, c'est peut-être cette tendance globale du make money quick, ce truc de faut vite faire de l'argent pour se mettre bien, pour se sécuriser. On en parlait tout à l'heure. Le vite faire de l'argent, quitte à faire des trucs un peu crades, un peu sales, dont t'es pas fier. Non. Et ça rejoint un peu ça, tu vois, c'est de dire ok, je me mets à l'abri, je fais du sale, mais c'est pas grave, je le fais 5 ans et après je serai bien. Ouais. Je trouve que c'est une vision assez terrible, et parce que en fait, court-termiste, et surtout, moi je pense que le vrai game, c'est que c'est un peu bizarre à dire, mais c'est que ta récompense soit le fait de pouvoir faire ton travail. C'est arrivé à un stade où évidemment il y a des considérations de l'argent et c'est bien de pouvoir te défaire du besoin immédiat de l'argent, mais arrivé à un stade où en fait t'as pas besoin d'échapper à ce que tu fais parce que t'aimes ce que tu fais, sans l'idéaliser, sans dire que c'est une passion et que tu travailles pas, mais accepter que limite taf, ça me plaît, ça me va, et je m'engage sur la voie de la mastery, c'est cette pratique à vie. Mais même limite, tu vois, le fait au pire de se dire, ok, maintenant, limite moi un objectif, c'est de me dire, j'ai assez pour vivre et maintenant je travaille pour le plaisir. Jamais, tu vois, si je kiffe mon travail, jamais j'ai envie d'arrêter, tu vois. Mais de me dire, ne plus avoir cette pression de, ah là là, si tu vois, je charbonne pas, le mois prochain, je sais pas comment je vais manger, tu vois. Tu vas avoir la conscience de te dire j'ai assez d'argent pour vivre, mais je continue à travailler parce que je kiffe ça, tu vois. Ça pour moi par contre ça c'est un goal, tu vois. J'ai un peu regardé là du coup pendant qu'on parlait parce que je me suis dit on allait tous être d'accord. Donc j'ai regardé un petit peu les arguments du mouvement Fire justement. C'est pas mal ça. Il y a un argument qui revient pas mal, on dirait, c'est le fait de justement réduire le stress lié au travail, qui est très lié finalement à des emplois plutôt salariés, où beaucoup de gens se disent en fait il vaut mieux que je travaille beaucoup maintenant jusqu'à 40 ans parce que je sais que le travail que je vais faire entre 40 et 60 ans, ma santé forcément je serai plus vieux et du coup je serai beaucoup plus atteint par le stress du travail et j'ai envie dans cette période-là justement de faire ce que je n'aurais pas pu faire typiquement dans ma jeunesse, parce que je serais un peu plus affaibli et ma jeunesse me permet de supporter la charge de travail supplémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, facile de contrer l'argument, je pense, mais en gros, je pense que si vraiment pendant 20 ans tu veux te saigner au point de pouvoir être tranquille entre les 40 et les 60 ans, je pense que tu génères quand même pas mal de stress pour réussir à atteindre ce niveau-là, tu vois. Et je pense aussi parce que nous, on a peut-être ce côté, cet état d'esprit de, on est tous, tu vois, derrière notre ordinateur, tu vois. Donc nous, notre stress, il est plus mental que physique. Maintenant, si tu prends des travails comme maçon et tout, les mecs à 40, voilà. Un peu dans ce mouvement. Et tu vois, mon frangin, lui, qui est en maçonnerie, j'ai travaillé dans sa boîte pendant un mois. Sur des métiers un peu plus pénibles physique. Je pense qu'il s'adresse un peu à tout le monde, mais typiquement. Il a raison, tu vois, de mettre ça. Maintenant, par exemple, mon frangin qui est salarié dans une entreprise qui sait tout faire avec ses mains, littéralement, et qui me dit, ouais, Ezekiel, t'as de la chance, toi, parce que tu peux travailler sur ton PC et tout. Je lui dis, mais toi, t'as vraiment de la chance de pouvoir faire n'importe quoi avec tes mains. Tu vois, demain, tu peux très bien monter ta boîte, je sais pas, investir dans une baraque, la retaper, la revendre, et ainsi de suite. Tu vois, t'as quand même un moyen d'échapper à tu vois,
à créer un truc de tes mains et de rapidement entre guillemets sortir de ce côté salariat et à 40 ans continuer à travailler en tant que maçon par exemple et te niquer la santé jusqu'à tes 60 ans, tu vois. Je pense qu'il y a toujours quand même des solutions pour pouvoir mais bon après je pense que c'est un très bon argument parce que c'est vrai que nous on a ce côté ce prisme de charge mentale, le stress mental, alors qu'il y en a d'autres qui ont des métiers très pénibles physiquement. Le dos de rester 5 heures sur un ordi aussi. Ouais. Mais en tout cas, ce thème-là aussi, je trouve, permet de mettre dans la société, quel que soit le type de job dont on a l'habitude. Si vous voulez regarder, on en parlait aussi lors de l'épisode 1, du fait de dire qu'on n'avait pas forcément les mêmes vies que certains de nos potes. Ce thème-là, le fait que ce soit aussi abordé chez les gens qui sont salariés, qui ont moins l'habitude de parler de développement personnel, je pense que c'est important que tout le monde, quel que soit son métier, quel que soit ce qu'il fait dans la vie, se pose des questions de savoir, ok, aujourd'hui j'ai 25, 30, 35 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de quelle manière j'ai envie d'organiser ma vie pour qu'elle ressemble à quelque chose d'ici 5, 10, 15, 20, 25 ans. Ouais. Et je pense que c'est un thème qui, nous, en tant qu'entrepreneurs, on se pose cette question-là beaucoup, voire trop, pour certains, parce qu'on a aussi un peu ce privilège-là. Mais en même temps, je pense que c'est très cool qu'il y ait des bouquins et des mouvements comme ça qui se font, qui permettent de faire entrer finalement par le prisme financier, qui est super important, ce débat avec des publics qui ont moins l'habitude d'avoir, qui ont moins l'habitude de ce qu'on appelle consommer du contenu, mais juste être exposé à des prises de recul un peu par rapport à sa vie dans 20, 25 ans. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on a tous les cas dit bullshit, mais le mérite de ce mouvement, c'est de faire réfléchir sur qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu réfléchis à comment tu construis ta vie? Ou est-ce que tu es dans un truc que tu réfléchis même pas, tu es en flow, et t'es passif, et t'es victime? Je pense qu'autour de la table, il y a personne qui a envie d'arrêter de travailler à 40 ans, tu vois. Non. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit bullshit, moi. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Nous, on a une vision du travail qui est, on veut travailler, que ce soit un kiff aussi. Bien sûr. Et tu vois, là, on pourrait dire qu'on travaille. Ouais. En fait, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je kiffe, tu vois. Ouais, bien sûr. Du coup, faut santé. Allez, campagne. Je pense que tout Ça mérite une je pense que tout est dit pour le prochain. c'est ça. Sujet suivant. Allez. Alors, ça. C'est bien. On respecte le temps. Oui. Ah. Crypto. Trop tard pour se lancer, point d'interrogation. Oh là là. Oh là là. Alors, c'est marrant. On écrit ce sujet. Bitcoin. Ouais, ça coûte bien. Attends. On va passer à 100 000. Je crois qu'il est allé à 98 000 en plus. Ah. 98 220. On a un rentier sur la table. Il est fire officiellement. Bon, en tout cas, pour répondre, je te laisse débat. Ouais. Alors, déjà, moi, faut savoir que je suis pas du tout un expert en crypto. Pour dire total débutant, je connais pas grand-chose. C'est un sujet que je trouve peut-être que je devrais m'y intéresser plus. J'ai un espèce de FOMO sur ça, de me dire bah putain, ça se trouve j'ai raté la vague de la crypto, ça se trouve j'aurais dû m'y mettre il y a 5 ans parce que là bah à l'heure où on se parle, c'est en train d'exploser. Donc là on a Ezekiel en face de moi qui m'a un peu chauffé sur la crypto et demain il est censé nous faire une petite masterclass pour nous faire monter un peu en compétence sur ce sujet-là. Après, de ce que j'en connais, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que bah il y a pas 36 000 voies qui permettent de gagner de l'argent en termes d'investissement et du coup effectivement c'est quand même pas mal risqué de ce que j'ai compris, mais en même temps tu peux vraiment faire des x4, x5, x10, ça c'est intéressant. Et après il y a aussi on risque hein, t'as pas de rendement sans risque. Ouais. Oh les gars, Bitcoin c'est pas risqué. Le mec qui souvent tes standards. Selon mes parents, je pense que le Bitcoin. Mais bien sûr, comme beaucoup de personnes. C'est parce qu'ils y connaissent. Surtout que maintenant t'as un spot ETF Bitcoin, donc qui rentre dans la réglementation comme n'importe quel ETF. Donc ça montre quand même que, d'ailleurs, s'il a 98 000 ce soir. Ça a mis 10 ans pour arriver. 15, bien sûr. Je vais te laisser enchaîner sur le sujet crypto, mais juste l'autre truc aussi que je trouve intéressant, c'est, je sais pas comment dire, mais ce truc un peu pirate de j'ai l'impression que c'est une monnaie qui va contourner les États, qui fait en sorte que tu sors du système traditionnel des banques. Et tu vois, ça c'est un truc que
que je trouve stylé. Je trouve ça stylé d'être... T'as un cœur. Tu vois, je sais pas, de dire que y a pas que, j'ai l'impression que les gens qui sont dans la crypto, ils sont un peu à part du système. Ils s'expriment un peu, tu vois. Alors, ça, j'adore, tu vois. Les tout premiers, oui. Genre, pour moi, les tout premiers, c'est vraiment, allez, 2000, tu vois, 2000, de la création jusqu'à 2012, on va dire. J'ai un ami qui, lui, utilisait de la crypto vraiment, tu vois, pour des transactions et tout. C'était, fallait vraiment avoir un état d'esprit en mode soit ultra visionnaire, soit te dire je prends cette crypto là pour faire des bails avec, tu vois, des bails en soum. Maintenant, franchement, alors déjà pour répondre à la question, est-ce que le train, bien sûr que non, parce que c'est pas trop tard, je pense. Bien sûr que non. Moi, frère, 2040, on est à cette table-là, le Bitcoin est 1 million. Hein. D'accord. Et les gens qui se foutaient de ma gueule quand il était à 15 000 et je disais BTC décembre 2024 à 100 000, il sera pas en décembre, il sera en novembre. Hein. On a normalisé les 100 000, mais tu t'en parlais il y a 5 ans. Et les gens disaient mais jamais de la vie que 100 000. Et autre chose, par contre, t'as raison sur le sujet. Au départ, Bitcoin est créé après les subprimes, où là il y a l'effondrement des banques qui ont fait n'importe quoi, où il y a eu un abus de confiance avec les clients et tout. Et de base, le Bitcoin est fait pour peer-to-peer, c'est-à-dire moi j'ai du Bitcoin, je t'en envoie à toi et je passe pas par une banque qui va prendre mon argent, qui va l'envoyer à ta banque et de ta banque va te l'envoyer à toi, tu vois. Bitcoin c'est peer-to-peer, ça veut dire moi j'ai de l'argent pas d'intermédiaire. Il y a pas d'intermédiaire. Okay. Ça c'est la base de Bitcoin, tu vois. Okay. Et donc oui, c'est un peu ce côté de contourner les banques qui à l'époque subprime, mais moi je pense toujours actuellement, qui tu vois en fait ils font ce qu'ils veulent avec ton argent, tu vois. Ouais. Alors que là tes bitcoins c'est tes bitcoins à toi. Même si maintenant cette crypto là pour parler juste du Bitcoin, mais même maintenant l'Ethereum, parce que l'Ethereum t'as un ETF. Et donc du coup, ça rentre dans le chemin de la réglementation. Et pour moi, le fait que ça rentre dans le chemin de la réglementation des marchés financiers, tu vois, traditionnels, d'un côté pour la spéculation des investisseurs, c'est entre guillemets bien parce que du coup, ça fait t'as des milliardaires, des millionnaires qui ont 70 ans et qui voulaient pas investir sur le Bitcoin parce qu'ils disaient c'est trop risqué. Que maintenant, comme leur banquier privé leur dit regarde le Bitcoin c'est réglementé, OK, je te mets 15 20 30 millions, tu vois, sur la table, qui fait donc du coup augmenter le prix à 100 150 000. Mais pour moi on est qu'au début hein. Et tu vois, moi ce sujet de crypto, j'ai une espèce de sensation, et c'est vraiment que sur ce sujet que j'ai cette sensation, c'est d'avoir complètement loupé la vague. Mais non. Mais genre, mec, j'ai l'impression, c'était il y a 5 ans. Dis-toi qu'en 2016, je suis largué, tu vois. Dis-toi qu'en 2016, les gens, ils disaient, j'ai raté la vague de 2012. 2018, j'ai raté la vague de 2016. 2021, moi, je disais, j'ai raté la vague de 2018, j'ai le seum. Et là, tu vois, il y aura toujours des opportunités. Par contre, ce qui est vrai, c'est que t'as beaucoup aussi de bullshit. Enfin, t'as beaucoup de même crypto et tout. Et si tu t'y connais pas, c'est Asher qui en parle, va au casino, tu vois. Si tu t'intéresses pas au sujet, et d'ailleurs c'est pas maintenant. En fait, c'est pas maintenant qu'il faut s'intéresser à la crypto parce que tu vas FOMO. C'est-à-dire que tu vas le peur de fear of missing out, c'est la peur de rater le train. C'est-à-dire que maintenant que là le prix il s'envole, tu vas te dire je suis en train de rater une opportunité, faut que j'investisse maintenant. Tu vas faire n'importe quoi parce que tu as aucune connaissance et c'est là que tu vas perdre de l'argent parce que tu as aucune connaissance de la base, tu vois. Moi ça fait que 4 ans que je suis dedans et je connais 2% de la crypto hein, franchement du marché. Mais ce qui est important c'est s'intéresser à ce marché-là quand c'est en bear market, tu vois. Et ça, il y a personne qui s'intéresse. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous omnibulés par l'argent. Et quand il y a pas de hype, quand le BTC il est entre 15 000. Tu veux dire, attends, bear market, c'est quand le truc est bas. Ouais. Bear market, c'est l'ours. Tu vois, l'ours quand il a la patte, quand il attaque, ça descend, tu vois, de la griffe du haut vers le bas. Donc il fait chuter le marché. Et le bull, voilà. C'est le marché du bull run, ça en va. Voilà. Et mais comme dit Valentin, c'est que t'as aucune hype quand le BTC quand en 2022, je dis à mes potes, franchement, suivez-moi là-dessus, mettez un petit billet. Ils me disent non, c'est de la merde, c'est brillant. Qui a investi tôt en Bitcoin en 2017, quand le Bitcoin était bas, en 2022, je me suis dit est-ce que je vais encore remettre non, c'est Warren Buffett. Il dit achète. Non, justement, il dit
Quand tout le monde Achète quand c'est l'euphorie, tu te dégages, tu vends. Ouais. Ça, Be greedy c'est when tout le temps. others are, Ouais. Achète la peur, vend l'euphorie. Il y a quelque chose qui est intéressant, et je rejoins un peu, je pense que tu disais sur comment on arrive à détourner un petit peu les banques, et moi je vois le parallèle avec les banques centrales notamment. Il y a quelque chose que font les banques centrales depuis des dizaines d'années, c'est imprimer énormément de monnaie, ce qui cause énormément d'inflation, ce qui cause énormément de pauvreté. Étant donné que tous les billets finalement que tu vas posséder vont valoir moins, et qu'ensuite on va te mettre en parallèle un indice des prix à la consommation qui est fait avec un panier de produits que toi-même ne va pas forcément consommer, etc., et qui est très décrié pour te dire non, ta monnaie n'a pas perdu tant de valeur que ça, ce qui te laisse à dire toi que cash is king. Sauf que à la fin, ce qui se passe, c'est que c'est ce qui est pas intéressant avec les cryptos et notamment avec le Bitcoin, c'est que j'ai l'impression, de mon point de vue non initié, disons, mais d'un point de vue assez extérieur, j'ai l'impression que le Bitcoin est quand même une monnaie dont l'offre est assez inélastique. Donc comme la Joconde ou un tableau de Van Gogh. T'as 21 millions. Plus il y a de demandes sur la Joconde et le tableau de Van Gogh, plus le tableau va augmenter, et il y a pas à avoir un Léonard de Vinci ou un Van Gogh qui va dire je vais faire 2 fois le même tableau, et qui va faire en sorte comme font les banques centrales, d'imprimer plus de billets, et au final tes bitcoins vont valoir moins. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour une fois on a accès à à une monnaie et à un asset dont l'offre est inélastique par essence, et donc n'est finalement conditionnée que par une demande croissante. Et ça, c'est intéressant, parce que justement, on peut se dire que une fois que la majorité de la population mondiale aura pris conscience de ça, et on dirait que c'est le cas progressivement quand même, on ne peut parier quand même que sur une croissance mondiale, et donc on ne peut parier que sur une croissance de la demande pour le Bitcoin. Et dans ces cas-là, ça semble être un asset super, franchement légitime à acheter, dans le sens où en plus de ça, il bénéficie aujourd'hui de pas mal de contenus un petit peu politiques, etc., qui permettent notamment via l'élection Trump, etc., de remettre le spotlight un petit peu sur cette monnaie et de dire non, regardez, le premier pays au monde va faire en sorte normalement de plutôt soutenir des dérégulations là-dessus. Ensuite, le problème moi que j'ai là-dessus sur la crypto, c'est que malgré tout ça, étant donné que cet asset n'est valable que si il y a une demande qui est croissante, il est aussi sujet aux paniques. Et c'est ce qu'on a vu du coup au cours des précédents cycles, c'est qu'il y a eu des paniques. Et que il y a des stratégies qui peuvent rapidement se mettre en place psychologiques en tant que non-initié, qui est de dire bon, si l'actif est extrêmement fluctuant, est-ce que j'aurai la solidité psychologique de me dire je continue à mettre dessus? C'est pour ça que moi, de mon point de vue, tu me diras si t'es d'accord, la bonne stratégie d'acquisition aujourd'hui de crypto-monnaie est une stratégie à long terme basée plutôt sur du DCA, où on a la solidité psychologique de se dire je mets 50, 100, 200, 300, 2000, ce que vous voulez, euros par mois. Ouais, et je crois en l'offre inélastique et en la demande croissante. DCA de la cost average, donc faire en sorte de mettre la même somme, comme ça quand t'es bas tu payes plus cher, quand t'es haut c'est exactement le contraire. Donc tu lisses effectivement les choses et tu fais en sorte, en fait, tu mets toute ta confiance dans une hausse à long terme, en ignorant les fluctuations à court terme. En fait, aussi en Europe, en Amérique, tout ça, nous ce qu'on voit, et tu vois là, on parle de Bitcoin, on a parlé que de l'aspect financier et spéculatif. Oui. Il faut savoir que dans des pays, et ça faut le savoir aussi, c'est ça que j'adore dans Turquie, Argentine, Afrique. C'est la monnaie officielle. Non. Mais c'est un hedge contre l'inflation. Et bien sûr. Mais attends, c'est quel pays où c'est? Il y a des pays, mec. Il y a des personnes. Salvador. Non, mais déjà en 2000. D'ailleurs, il a tweeté là, il a dit on a 575 millions de dollars. Vous voulez quoi maintenant? C'est surtout que t'as vu, pour la première fois, il a financé l'entièreté de son bilan par ses fonds propres. Hein. C'est la première fois et c'est surtout que nous, en fait, dans ces états-là, où pour nous, en fait, c'est simple et c'est normal d'avoir un compte bancaire, c'est normal d'avoir une carte bleue et d'avoir une monnaie stable et tout.
Mais il faut savoir que dans certains pays, il y a plein de personnes qui vivent qu'avec du cash sous la table, tu vois, et que Bitcoin, ce que j'adore dans Bitcoin, c'est que c'est une monnaie qui ne fait aucune distinction sur ta classe sociale, sur ton ethnie, ta nationalité, tout. C'est informatique, c'est binaire, c'est-à-dire que ça va pas te dire t'es de ce pays-là, non, en fait je t'en veux pas, tu vois. Tu peux être n'importe qui, tu peux acheter du Bitcoin, tu vois. Question débile, mais tu peux acheter quoi avec du Bitcoin aujourd'hui? Il y a plein de trucs que tu peux pas acheter. Mais bien sûr que si. Si tu peux acheter des logements, t'as même des sites internet pour acheter des billets d'avion. Ah non, en France non. Mais même en Europe, parce que la BCE freine pour l'instant l'adoption. Donc aujourd'hui en Europe, ton Bitcoin, tu peux pas acheter grand chose. En fait, il protège ta valeur. Il te protège de l'inflation. L'inflation, par exemple. Qu'est-ce qui se casse à la gueule? D'accord. D'un dollar, qu'est-ce qui se casse à la gueule? Tu dis que tu peux acheter un logement, mais en fait, il faut aller en Amérique latine, quoi. T'as plein de pays où tu peux, mais c'est sûr que de toute façon, de toute manière, l'Europe, on est complètement largué par ce truc-là. On est, tu vois, on veut tout réguler Et est-ce que tu penses pas qu'il y a un risque, justement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui hésitent un petit peu à investir de manière importante sur de la crypto, justement à cause du risque de réglementation de l'Europe, où on sait que sur tous les sujets un petit peu nouveaux, sujets tech, les sujets innovation, sujets IA. En général, on dit souvent, les États-Unis inventent, les Chine copient et l'UE régule. Voilà. Est-ce que cette régulation, ces régulations peut-être successives, sont pas un frein légitime? Mais bien sûr que si, et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui s'expatrient dans d'autres pays, tu vois. Moi je te parle par rapport à la crypto, mais il y a pour plein d'autres sujets, tu vois. Mais c'est sûr que on va dire que et c'est pas la France, c'est l'Europe ne met rien en place en tout cas pour tu vois aller dans ce sens-là, tu vois. Okay. On est plus en train d'essayer de freiner l'innovation que d'essayer de s'adopter là où dans d'autres pays je vais pas dire qu'ils ont tout compris parce qu'on ne sait pas ce qui est fait demain, mais en tout cas que ces pays-là, eux, se font OK, dans tous les cas ce truc-là, ce mouvement-là arrive, et au lieu de freiner, on va essayer de s'adapter, tu vois. Et regarde, Biden, il a pas été pro crypto, hein. Il a régulé et tout, mais il l'a fait quand même d'une manière je trouve plus souple. Même si la Fed était pas était pas très cool avec la crypto, mais en tout cas je trouve que là-dessus la BCE on est complètement largué sur le fait on veut tout réguler. En fait on essaie même pas de comprendre. Pardon. BCE c'est la Banque centrale européenne. Et la Fed c'est la Banque centrale C'est l'équivalent de c'est la Réserve fédérale des États-Unis qui joue un peu la même chose que la BCE. C'est les termes qui parlent. Ouais pardon, c'est vrai. Et allez vous renseigner, do your own research. Non mais ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est vrai. Non et d'ailleurs c'est la première chose à faire, c'est aussi les gens, ils sont paumés, mais la première chose à faire, c'est t'intéresser au sujet et d'investir du temps sur tes connaissances sur ce sujet-là, tu vois. C'est pour ça que si tu t'intéresses pas sur le sujet et t'investis sur des cryptos, mec, va au casino, c'est exactement la même chose, tu vois. Je prends mon point de vue un peu plus high sur le sujet. Moi, je me suis intéressé à crypto et j'ai eu la chance de mettre un peu d'argent dedans. Et j'ai eu la chance de garder la tête froide, de ne pas revendre, justement, quand ça a cassé la gueule. Tout le monde disait, ça y est, c'est terminé, etc. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'outil décentralisé que permet la crypto. Je sais pas si vous connaissez Balaji. Ouais. Balaji, c'est un influenceur influenceur, mais c'est un gars qui est très actif dans la crypto et qui a écrit un livre sur des villes décentralisées qui vont sortir du système des pays pour devenir autonomes et indépendantes, notamment grâce à des systèmes de blockchain et de crypto. Okay. Et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de monde à double vitesse qui va se dessiner entre les anciens pays qui vont vouloir contrôler ça avec un État qui a une mainmise assez forte sur l'économie, sur la régulation, et plein d'initiatives de villes. Il a notamment une île près de Singapour. Chez lui, qui a aussi une ville en Croatie qui est devenue indépendante. Quand tu dis des initiatives, c'est des villes qui se créent de zéro, en fait. La monnaie officielle, c'est la crypto, c'est ça? Non, en fait, c'est plus qu'ils vont reposer sur la blockchain. En mode, on va pas avoir d'institutions étatiques centralisées qui vont décider,
mais plus des mécanismes décentralisés de pouvoir. Pour l'instant, c'est encore assez flou parce qu'on va du mal à voir ce que ça imagine. Mais je suis curieux de voir et ça ouvre la porte, je trouve, de mais tu choisis où tu vas. Mais t'es plus attaché à, on en revient à l'épisode 1 sur l'expatriation, mais t'es plus attaché à je suis français, je subis ça, mais t'as d'autres options. Et moi, je rêve d'un monde où t'as différents pays qui ont différentes propositions. Tiens, moi je suis full capitaliste, moi je suis full socialiste communiste, moi je suis full pays écologiste, et les gens peuvent choisir. Et là, c'est plus uniquement une tyrannie d'un État qui impose, bah tiens, on est comme ça. Mais là, on va un peu à rebours. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pays qui veulent justement faire comme les États-Unis avec l'extraterritorialité un petit peu et le fait que si tu as le passeport américain, tu es résident fiscal. La France, je crois que c'était dans les amendements. Au final, ça n'a pas dû passer, mais il y avait aussi ce projet-là. Et j'ai l'impression que de plus en plus, justement, les gouvernements parce qu'ils voient la menace, ressentent évidemment ce risque de ne plus avoir la mainmise, de ne plus pouvoir prélever l'impôt, tout simplement, qui est le but de tout gouvernement pour fonctionner en tant qu'État ensuite. Mais ce rêve-là ressemble de plus en plus, selon moi, quand même à un doux rêve utopiste. Plus justement les gens comprennent l'intérêt de ces nouvelles technos-là. Et j'ai l'impression que on est aujourd'hui un peu si on fait une échelle entre là et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on se dirige un petit peu ici, sur le point un petit peu de non-retour où une vaste majorité du grand public a accès à ces informations et désormais peut être effectivement très libre de faire des choix super éclairés sur leurs choix, justement au niveau crypto. Et on approche du coup du même temps au moment où les gouvernements ne vont pas avoir d'autre choix que de limiter considérablement la marge de main-d'œuvre qu'on va avoir. Et je pense que c'est très triste et j'aimerais en tout cas effectivement que un maximum de pays soient pro-liberté pour laisser aux gens la manière dont ils souhaitent organiser leur propre vie et dont ils souhaitent investir l'argent qu'ils ont gagné, dont ils possèdent et les biens qu'ils ont à leur disposition. Après, je peux comprendre que du coup, tu vois, les États quand même, ça a des grosses responsabilités et tout. Je peux comprendre que les personnes qui sont à la tête de ces pays-là envisagent toujours le pire et tout. Donc, je peux comprendre que ces gens-là se disent attention, on connaît pas, on veut pas faire de conneries, faut quand même assez réglementer et tout. Ça, tu vois, je peux l'entendre. Mais le fait de vouloir tout serrer, tout contrôler, c'est, tu vois, c'est, en fait, je pense que les extrêmes sont pas bons. C'est contrôlé sans inventer. Voilà, il y a une manière de dire, okay, en fait, on crée la nôtre, j'en sais rien, l'UE, etc. On crée notre propre stablecoin, par exemple. Voilà, exactement, par exemple. C'est une faiblesse. Comment? C'est un arrêt de faiblesse. Oui, bien sûr. Alors pour eux, ce truc-là, bien sûr, on voit ce truc-là, on sait pas comment faire, on va vite les enfermer. Plutôt que de dire comment est-ce qu'on peut accueillir ce mouvement, être comme eux. Mais en fait, c'est encore une question d'information. Si les mecs s'intéressent pas au sujet et sont direct critiques à ce sujet-là, c'est pas possible. C'est différent qui est aussi côté pouvoir. Ton but, c'est de... Oui, aussi, de contrôler. C'est d'être choisi. Bien sûr. Bien sûr. Ton but, à la fin, c'est d'être choisi et d'être élu. Donc, c'est l'élection, c'est la prochaine élection. Mais, plus que... Mais après, je peux comprendre quand même qu'il y a des gens... On se fait un dernier thème? Ouais. Rapidement. On a le temps pour un dernier thème si on passe pas 1000 minutes. Ouais, vas-y. On fait un thème express. Moi, je viens de le faire, là, il faudra faire un thème de 10-15 minutes, quoi. Mais c'est un sujet important. Le sujet. Ah ouais. Allez, ça va faire un podcast d'1 heure. C'est quoi? Non, c'est moi qui l'ai mis en plus. On en a parlé un peu hier. On y va? J'ai mis dépassement de soi, utile ou arnaque du capitalisme pour nous contrôler. Oh là là. C'est deep de fou. Val nous a remis la copie de philo qu'il a fait au bac. On n'est pas couchés, les gars. Il avait envie de nous prouver comment il avait obtenu 18 sur 20. Non, mais en fait, c'est bien que on en a parlé. J'ai fait une newsletter, et d'ailleurs je parle souvent de ça sur LinkedIn, mais j'ai fait une newsletter pour parler de Kaizen, le documentaire de Inoxtag, en disant bah voilà, moi je trouve ça cool qu'ils mettent en avant le côté dépassement de soi, le côté objectif, tu te dépasses, tu vas taffer, t'as un rêve et tu fais tout pour l'atteindre. Et je disais bah c'est génial, etc. Et j'ai eu des gens qui me disaient en commentaire attention, c'est une vision dangereuse, la méritocratie est un mythe, parce qu'on veut qu'on peut, il y a plein de gens qui ne peuvent pas avoir des gros rêves comme ça, etc.
Et c'est un débat un peu récurrent en ligne, je trouve, sur le côté dépassement de soi. C'est un peu un instrument du capitalisme pour nous contrôler et pour pouvoir nous diriger un petit peu et pouvoir avoir la main sur nous. Et moi, en fait, c'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi et cette critique, je pense qu'elle est entendable, de dire bah oui, en fait, effectivement, tu veux le capitalisme, en fait, tu es dans un système et tu peux être victime de ça. Mais je trouve que quand tu regardes les 2000 ans qu'on vient de voir, enfin les 10 000 ans d'histoire de l'humanité, l'être humain n'a toujours été que dépassement de soi, en fait. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire Bien sûr. d'un être qui dépasse sa condition. Et qui s'adapte. Qui cherche le confort, qui veut apprendre des choses, qui maîtrise la technique, qui maîtrise des outils, qui maîtrise la science pour espérer s'élever et aller dans l'espace, aller plus loin, découvrir au-delà, explorer. Et à la base, c'est juste pour survivre, hein. Ouais, d'abord explorer la Terre, ensuite explorer l'univers, etc. Premier point. Et ensuite, je trouve que donc moi, mon avis, c'est que évidemment, moi, ma vie, elle est marquée par le dépassement de soi. Ma vie, c'est d'apprendre des choses, essayer de progresser, essayer de devenir meilleur. Mentalité shonen. Essayer de ne pas me contenter de ce que j'ai. Tu vois, toujours pour progresser. Tous les ans, t'es à ton prime. Ouais, non, mais ça, c'est un vrai. C'est une blague, là, mais c'est pas une blague, c'est vrai, c'est vraiment vrai, tu vois. Chaque année, mon nouveau prime. Mais bien sûr. Intellectuellement, physiquement, santé, relations, etc. Et parce que, en fait, je trouve que je trouve que c'est quoi l'alternative? Maintenant, tu te contenter de la médiocrité. Non. Oh là là. Oh le short. Oh, ça part viral. Là, c'est le 5e, là. Pour le buzz. Pas médiocrité, mais juste, bah, tu te contentes de ce que t'as, tu veux pas apprendre, tu veux pas progresser. Je trouve que c'est une manière ultra triste de vivre sa vie. Alors, tu vois, et juste fini, après je te parle, mais je pense que tu peux dire ça sans pour autant culpabiliser les gens. C'est ce que les gens disent. Les gens disent, mais du coup, tu me fais culpabiliser. Ben non, en fait. Juste, moi, je veux taffer. Tu me fais culpabiliser. Moi, je veux progresser, je veux taffer. Et je trouve que. Ce que j'allais te dire. C'est une énergie de vie qui est incroyable. Si, en fait, toi, t'es dans cet état d'esprit de, ok, je veux toujours devenir meilleur et toujours progresser, c'est cool. S'il y a une autre partie de la population qui dit, bah non, moi, tranquille, j'ai envie d'une vie stable, cool, surfer un peu sur la vague de la vie et puis voilà. Moi, ces gens-là, je l'entends et c'est ok, tu vois. Par contre, les gens qui sont en mode, j'ai une vie entre guillemets médiocre, j'ai envie d'une vie meilleure, mais je fais rien pour, et donc du coup j'ai le seum et je critique comme les personnes. Enfin, là je parle. Oula. Mais attention. Vas-y. Non, mais tu vois, on en parlait, tu vois, des gens par rapport à l'avion, tu vois, où il y a des personnes, tu vois, t'as les personnes qui. Tu veux dire que c'est bien de prendre l'avion? Ouais. Non mais bah bien sûr, mec, je vis au Japon, si je prends pas l'avion, je peux pas venir au Japon, tu vois. Mais tu vois, il y a deux personnes, les personnes qui sont vraiment en mode OK, je déteste prendre l'avion et tout et je pourrais le prendre. Non, ils disent pas ça, ils disent c'est pas bien de prendre l'avion. Ouais, mais oui, et qui disent c'est pas bien de prendre mais qui peuvent le prendre, tu vois, c'est OK. Mais t'as aussi des personnes qui te disent prendre l'avion, c'est pas bien et tout, mais c'est juste parce que eux ne peuvent pas le prendre, tu vois. Et qu'il faut rien et qu'ils mettent rien en place pour pouvoir, tu vois, un peu changer les choses. Moi, ces gens-là, ça me dérange, tu vois. Alors que les autres qui veulent juste surfer sur la vague, c'est ok, ils ont raison, tu vois. Tout le monde n'a pas cette envie dès la naissance de se dire, bah tiens, dépassement de soi, j'ai envie de charbonner, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, tu vois. Faut respecter ces choix-là. Par contre, ce que tu vois, disait Val, c'est ces gens qui ok, moi je veux rien faire, mais par contre je critique les gens qui veulent, tu vois, se dépasser parce que j'ai le seum entre guillemets, tu vois. Ça, ces gens-là, personnellement, c'est pas possible. Ouais. Pro-liberté aussi. Tu vois. Après, je suis un peu tranché sur celui qui a envie de se dépasser, celui qui a envie d'apprendre, celui qui a envie de jamais être contenté finalement par ce qu'il a, grand bien lui fasse. Tant mieux, je pense qu'on se retrouve à peu près tous là dans cette définition où on a envie d'être forcément la meilleure version de nous-mêmes à chaque fois, chaque jour, autant que faire se peut. Celui qui a envie de se contenter, et ça tombe, ce sera nous, dans 5 ans, 10 ans, etc. Moi, je vois beaucoup le switch quand on devient père de famille, par exemple, où on voit naître un enfant et on consacre un petit peu beaucoup plus de son énergie à la croissance de son gosse et on va se dire moi finalement j'ai créé ce cocon là, j'ai pas besoin forcément je retrouve plus finalement de croissance dans mon business, etc., mais plus dans le fait de
giveaway, désolé pour les anglicismes. J'adore Paul. Voilà, au niveau des enfants, et je pense que c'est très bien aussi. Je pense que c'est très bien les personnes qui arrivent à se contenter du moment qu'ils sont conscients de ce truc-là. Et se contenter de. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire ça quand ils se contentent. C'est pas que leur vie est stable, c'est que leur propre chemin, la position dans laquelle ils sont arrivés, les contente et leur permet d'observer d'autres gens autour d'eux, croître. Je prends un autre exemple. Ceux qui sont devenus rentiers ou ont eu des réussites entrepreneuriales, souvent, disent qu'ils sont arrivés à un stade où, peu importe les millions, les milliards qu'ils accumulent, ce qui compte maintenant, c'est de créer une plateforme financière qui va permettre ensuite, via des fonds de pension, etc., d'investir dans des choses auxquelles eux croient, auxquelles eux ont envie de faire, donc l'éducation, etc., ça dépend, chacun son combat, et laisser des personnes meilleures qu'eux, finalement, s'occuper de ces choses-là. Donc eux, finalement, ils croient pas, hein, ils sont toujours au même niveau, ils n'ont pas besoin d'accumuler plus, mais en revanche, ils mettent à disposition leur savoir, ils mettent à disposition toutes les aspects financiers sur lesquels qu'ils ont réussi à effectivement obtenir. Et je pense que ce point de vue-là est super intéressant et c'est un super bon modèle. Mais d'accord avec toi, et je te rejoins super là-dessus. C'est hyper important que dans les deux cas, l'une et l'autre des deux solutions et l'un et l'autre se respectent. On peut avoir les deux et je pense qu'on peut vivre en parfaite harmonie l'un avec l'autre. Il n'y a pas besoin de critiquer l'un ou critiquer l'autre du moment que ça se fait pas au détriment d'autrui. Exact. Moi, je note un peu cette tendance, tu vois, je sais pas si me taper, mais cette tendance à la critique, dépassement de soi, qui devient un peu à la mode. En mode, t'as des considérations très individualistes quand le monde va mal, alors qu'il faudrait penser collectif, etc. Mais ça, en plus de ça t'empêche même pas de penser collectif. Hein. Bien sûr, et surtout, de toute façon, l'être humain, c'est un animal égoïste collectif. Et en voulant son bien, en fait, il va créer des choses qui vont être pour les autres. Bien sûr. Moi, j'en suis convaincu. Mieux qu'en songeant au bien de l'autre sans rien faire pour soi et en imaginant que on a besoin d'avoir des positions morales surtout sur ce qui est le bien, le mal, etc. Je pense que si on arrive déjà à prendre soin de soi et à se dire ok, on est heureux de la personne que l'on est, je pense que naturellement le bien qu'on aura fait, les externalités positives qu'on aura créé via ça seront largement supérieurs à un peuple d'individus. Avant de changer le monde, parce que tu sais, t'as l'expression, la citation, avant de vouloir changer le monde, change toi-même, tu vois. Tant que tes valeurs sont ok, tant que c'est good, tant que t'es une bonne personne et que t'as un peu forcément ces petites pensées égoïstes en mode, d'abord je pense à moi et ensuite je pense aux autres. Mais forcément, comme le dit Val, si tu glow up, forcément que ça va profiter aux autres, tu vois. On en parlait, la meilleure manière d'avoir de l'impact, c'est d'être bien toi-même, de créer un produit que les gens, dans le business, de créer un truc que les gens veulent, qui crée de la valeur, t'embauches des gens, tu payes des impôts. C'est le meilleur moyen d'avoir un vrai impact sur les gens, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est fou parce que c'est devenu controversé. C'est toi qui as eu des commentaires là-dessus. Ouais, mais j'en ai souvent, et je vois plein de posts LinkedIn qui parlent de ça. Et ça me, je sais pas, ça me trigger, et c'est pour ça que j'ai eu envie de parler, et ça me rend fou. Et je n'en ai pas là, mais si tu réfléchis en termes de société que tu crées, quelle société tu crées quand tu dis, vas-y, le dépassement de soi, c'est bien? Tu crées une société où les gens, il y a peut-être des gens qui vont pas y arriver, mais il y a des gens qui vont créer des choses, qui vont inventer, qui vont se dépasser, qui vont innover, qui vont créer des super trucs. À l'inverse, qu'est-ce que tu crées quand tu dis, non, n'essayez pas de dépasser parce que c'est un égoïste, un individualiste. Tu crées une société où tout le monde aura des pâquerettes, où chacun se regarde, chacun essaie de dire, t'as plus que moi, etc. Système communiste qui a fait des millions de morts et qui sont finis en goulag. Bien sûr. Dépasse-toi toi-même, pense pas aux autres, focus-toi sur toi, tu vois, au lieu de, tu vois, d'essayer de progresser pour, tu vois, essayer de te concurrencer par rapport aux autres. C'est vraiment ton prime à toi, vis ta vie, essaye de progresser et t'inquiète que les choses à côté vont, tu vois, ton mouvement va faire que certaines personnes autour de toi vont adopter ce mouvement ou adopter cette mentalité et c'est comme ça que tu fais bouger les choses, tu vois. Tu vas créer des choses que les gens apprécient, veulent et aspirent. Moi j'ai une phrase dans mon carnet que je me note là, c'est ta mission de vie, c'est d'être la version la plus épanouie et fonctionnelle de toi-même. Voilà. En gros, tu vois, toutes ces phrases là,
être la meilleure version de soi-même et tout, se dépasser, etc. Genre, en soi, moi, sur le papier, je suis ultra d'accord. Mais après, ce que tu dis là, le truc que c'est vachement critiqué ces derniers temps, je vois exactement le type de contenu auquel tu fais référence. Et en gros, je comprends. Parce que il y a plein de gens qui ont abusé. Parce que nous, on est tous entrepreneurs. Je suis d'accord. L'entrepreneuriat, c'est très lié au développement personnel. En gros, je pense qu'on a tous, à un moment, été touchés par le fait de se développer personnellement, de s'améliorer, d'être la meilleure version de soi-même, etc. Et il y a des gens, c'est des gros forceurs là-dessus. Ils ont trop abusé sur le fait, voilà, no pain, no gain, tu dois être la meilleure version de toi-même, tu dois prendre des douches froides tous les jours. Et en fait, on est tombé dans un truc on est tombé dans une espèce de dictature de... Oui, t'as un balancier, voilà. T'as un mouvement inverse qui se fait. Et du coup, les extrêmes ne sont jamais bons. Et c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure en disant, les gens se contentent de la médiocrité. Évidemment que je considère pas que les gens qui veulent pas se dépasser sont médiocres. T'es assumé, là. Non, mais voilà, je mets pas de jugement. Et effectivement, il y a des gens, ils vivent leur vie, ils sont contents, voilà, ils cherchent pas à se dépasser, ils sont heureux, et grand bien leur face. Et il y a aucun problème avec ça, et franchement, je juge vraiment pas ces gens-là. Nous, on est entrepreneurs, donc notre vie, elle est un peu dictée par ce truc de se développer personnellement. Et moi, je me reconnais là-dedans, et j'ai envie de me développer, j'ai envie d'être meilleur que l'année dernière, j'ai envie que sur tous les plans, je sois meilleur qu'il y a 2 semaines. La veille. Ça, voilà, Kaizen. Mais du coup, je comprends les critiques quelque part. Après, je suis d'accord que c'est pas le bon message de dire, faut arrêter de dire se dépasser, faut arrêter de se dire devenir la meilleure version de soi-même. Parce que toutes les grandes choses dans l'humanité, ça a été fait par des gens qui ont cherché à se dépasser. Bien sûr. Et qui ont cherché à aller plus loin, tu vois. Et même, quelle société tu crées, quand t'arrêtes de dire aux gens, bien sûr. Là, tu crées un truc stable, et on sait que soit tu crois, soit tu décrois, il n'y a pas de stabilité. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entre-deux, et on voit bien que de toute manière, c'est bizarre, mais les sociétés qui donnent le plus envie, dans lesquelles les gens ont le plus envie d'être, sont des sociétés en croissance. Bien sûr. Et les gens ont envie. Regardez, prenez un exemple tout bête. Entre un groupe de potes qui va être très casanier, qui va faire toujours la même chose, et un nouveau groupe de potes que vous avez qui vous fait découvrir des nouveaux trucs auxquels vous n'avez pas l'habitude. Si vous avez une soirée à passer entre les deux à laquelle vous avez celle plutôt du groupe de potes qui fait des trucs nouveaux que vous n'avez pas l'habitude. C'est la même chose au niveau d'une société, c'est la même chose où les gens, en tant qu'humains, effectivement, en tant que sapiens, on a besoin de construire de nouvelles relations, on a besoin de construire de nouvelles connexions entre nous. Et du coup, naturellement, l'ordre politique, économique, etc. a besoin de se mettre un petit peu en ordre de marche avec ça. On a besoin de challenge. Le mot de la fin, on termine là-dessus. Ouais, après, le seul, tu vois, pour un peu controverser le seul truc qui est dangereux avec la mentalité kaizen, c'est faut pas tomber dans l'extrême, tu vois. C'est comme ça. Tu vois, parce que il y a aussi le truc de ça y est, t'as pas médité le matin, t'as pas fait ton yoga, t'as pas fait ton sport, t'as pas fait ta lecture et ton écriture, t'es une sous-merde, tu vois. Et donc tu vois, tu commences ta journée, tu te dis putain, je suis nul, j'ai pas respecté ma miracle morning. C'est OK aussi t'es humain aussi, tu vois. T'as le droit d'avoir la flemme. Voilà, exact. Fondamentalement, entre ça et le côté je ne fais rien parce que je préfère toujours ça. Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Exactement. Bon. Mot de la fin, Bénéa ? Mot de la fin. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Le premier épisode, je le rappelle quand même, est sur la chaîne de Valentin Decker, épisode numéro 1. Et l'épisode numéro 3 sera sur la chaîne de Victor. Donc je vous invite, si ce n'est pas fait, d'avoir regardé l'épisode numéro 1 et de suivre le prochain épisode qui sortira dans les prochains jours. Voilà. On vous fait des bisous. Voilà, j'avais envie de le dire. Parce que je conclue. Plein d'amour ici. Voilà, je conclue toujours mes vidéos sur je vous fais des bisous. Donc, prenez soin de vous. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout et, au prochain podcast. Ciao, les gars.